Alors, allons-y avec la présentation. Je le place en mode lecture si on veut avoir un meilleur regard, mais vous y avez accès également. On va vous présenter donc brièvement qu'est-ce que l'école en réseau, l'offre également d'école en réseau, et on va s'attarder à l'une de ces offres-là aujourd'hui, donc qui est le volet développement professionnel dans l'école en réseau. On va l'observer à partir de 3 dispositifs différents, donc les activités en réseau qu'on vit avec les élèves, en quoi elles peuvent être une source de développement professionnel pour les enseignants. Les formats profs également, qui sont une formule qui est très populaire, qui a pris une ampleur presque grandiose, en tout cas depuis le début de la pandémie, avec des surprises d'ailleurs que je vous partagerai. Et finalement, les communautés de pratique virtuelles, donc qui sont vécues dans l'école en réseau. Moi, je n'ai pas de problème à ce que vous posiez vos questions au fur et à mesure. D'ailleurs, notre chantier animatrice, dont j'ai oublié le nom, s'est proposée pour les nommer. Merci. Donc, pour les nommer à voix haute, mais vous pouvez aussi, comme on n'est pas nombreux, prendre le micro, nous interrompre. On est habitué en enseignement d'avoir des questions qui sont à la volée comme ça. Alors, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Des fois, quand on a la question en tête, ça nous bloque pour faire l'apprentissage futur. Alors, vous n'hésitez pas quand même à les poser tout au long de la présentation. L'école en réseau, c'est une initiative qui est issue d'un projet de recherche qui a débuté il y a plus de 20 ans, en fait, qui a débuté en 2002, qui origine de l'Université Laval notamment, mais qui a rassemblé des chercheurs de plusieurs universités au Québec. Et l'objectif principal au départ, c'était vraiment de briser l'isolement de milieux éloignés. Donc, on se rappelle qu'il y a 20 ans, la visioconférence ni même Internet n'était pas présent dans plusieurs milieux, même voire dans aucun de ces milieux. Et donc, c'était de rassembler ces enseignants, mais aussi ces élèves-là pour ouvrir la classe, pour élargir leur champ de connaissances. Ça, c'était la mission initiale d'École en réseau. Mais depuis toutes ces années, évidemment, ça s'est transformé. Et c'est intéressant de se ramener à cette mission-là pour voir dans quelle mesure et qu'est-ce qui a changé. En fait, ce qui a changé maintenant, c'est que des grands centres, donc des gens, des classes, des enseignants, des élèves qui sont issus de grands centres souhaitent aussi adhérer à l'école en réseau et travailler en collaboration avec d'autres classes et avec d'autres enseignants. Évidemment, les objectifs, les intentions de ces personnes ne sont pas les mêmes, mais il y a quand même un bris d'isolement qui est fait parce qu'on réussit à trouver des collègues, donc de d'autres milieux, à faire des liens avec d'autres milieux et à cet isolement-là, finalement, on se rend compte qu'il n'est pas présent uniquement pour les milieux qu'on qualifie de plus éloignés, mais qu'on peut vivre ce type d'isolement-là, même si on est dans une grande école et dans un grand centre. Il y a aussi tout le côté soutien en temps réel, donc à distance, avec une salle de soutien qui a été mise en place dès le départ par l'école en réseau. Donc n'importe quel enseignant peut se connecter à cette salle de soutien qui est ouverte tous les jours de la semaine de 8h30 à 11h30, 12h30 à 15h30. Un soutien, oui, technique, mais beaucoup aussi un soutien pédagogique, donc de développement et de projets qui peuvent être vécus entre classes en réseau. L'intention, donc, je vous l'ai nommé, l'isolement professionnel, mais c'est aussi de faire entrer à l'intérieur de la classe des experts extrascolaires. Donc, l'école en réseau fonctionnait déjà de cette manière-là. Là, c'est sûr que depuis un an, on a vu une transformation puis une démocratisation de cet accès à des ressources extrascolaires qui entrent dans la classe par la visioconférence. Et nous, on avait déjà développé une expertise depuis de nombreuses années en le vivant avec nos élèves dans notre classe. Donc, que ce soit des scientifiques, des artistes, des auteurs, illustrateurs qui vont collaborer à distance, mais pas nécessairement de manière ponctuelle, mais de manière aussi plus accrue dans des séquences d'activités qu'on vous présentera là, tout à l'heure. Et c'est aussi une manière, l'école en réseau, ce travail-là interclasse et en réseau, de concrétiser l'intégration du numérique. Donc, ce n'est pas juste de dire je vais utiliser un numérique avec une intention d'apprentissage dans ma classe, mais je vais l'utiliser vraiment pour collaborer avec d'autres classes. Donc, il y a une signifiance auprès des élèves, mais aussi du personnel, de savoir qu'on va être lu, qu'on va être écouté, qu'on va être entendu, qu'on va être regardé également. Alors, l'utilisation du numérique prend un sens qui sera à ce moment-là différent parce qu'on l'utilise vraiment dans un contexte
contexte de collaboration, même à l'extérieur de la classe. Les types d'activités qu'on va retrouver principalement dans l'école en réseau, donc, sont les suivants. Puis vous voyez que dans la ligne du haut, on voit dans le mauve les personnes qui peuvent initier ce type d'activité qui sont vraiment multiples. Alors, évidemment, il y a d'abord les enseignants, des enseignants qui, depuis nombreuses années, puis ont aussi entraîné des collègues à travailler. Donc, plutôt que de travailler un objet d'apprentissage, par exemple, un réseau littéraire uniquement dans leur classe, vont le faire avec des collègues. On a aussi des élèves, par exemple, au préscolaire qui vont travailler le yoga, donc une perspective de développement global de l'enfant. Donc, le yoga, mais plutôt que le faire uniquement dans leur classe, on va le faire en collaboration avec d'autres classes. Donc, ce sera des enseignants qui vont initier ces activités-là. Il y a des activités qui sont à l'intérieur des centres de services, mais aussi à l'extérieur des centres de services. C'est sûr que les centres de services qui travaillent en réseau depuis nombreuses années sont déjà habitués, ont une dynamique, se rencontrent, les enseignants entre eux ont une force de groupe, alors qu'il y a aussi une offre qui vient directement de l'équipe d'école en réseau, à ce moment-là, qui va regrouper nombreux centres de services, donc qui vont être situés dans différentes régions, différents milieux du Québec. C'est l'équipe ER à ce moment-là qui proposera ces activités. Mais il y a également des partenaires extrascolaires. Donc, je pense entre autres à un illustrateur avec qui on travaille depuis plusieurs années ou encore le Musée de la mémoire vivante, pour ne pas le nommer, avec qui on travaille depuis plusieurs années, qui, dans son offre, structure des activités pour collaborer avec les élèves. Ces activités-là, parfois sont gratuites, parfois sont payantes, mais c'est plutôt rare. Mais même avec le musée, il y a un magnifique projet d'ailleurs avec la classe de Manon a participé, qui s'appelle le Loup-garou de Kamouraska. Donc, le musée a offert une activité de médiation culturelle aux classes participantes. Alors, cette offre d'activité se décline sous 3 types qu'on voit le plus souvent. Donc, ce qu'on appelle les activités ponctuelles, qui sont des activités de courte durée, donc essentiellement qui tournent autour d'une rencontre en visioconférence animée par quelqu'un, que ce soit un enseignant, parfois c'est un enseignant ou encore un partenaire extrascolaire. Donc, quand je parle d'un enseignant, il y a une enseignante qui propose souvent des activités en art plastique. Donc, elle donne vraiment un cours d'art, elle le donne à ses élèves en classe, mais elle ouvre sa classe, dans le fond, à d'autres classes. Donc, des élèves de d'autres milieux vont participer. Il y a une activité préparatoire. Dans le cas de cette activité, de cet exemple-là d'activité d'art plastique, l'activité préparatoire est la lecture d'une histoire. Donc, la lecture habituellement, c'est un album qui est lu dans la classe, donc sans être en réseau. Et il y a une activité de prolongement possible. Dans ce cas-là, c'est en fait une exposition, donc virtuelle, évidemment, des œuvres qui est proposée aux élèves. Parfois, il y a l'écriture collaborative et la présence d'un partenaire extrascolaire, comme je vous le disais. La séquence d'activités, elle, c'est avec une planification qui sera définie. Je vous ai donné l'exemple du réseau littéraire un peu plus tôt dans la présentation. Donc, dans la séquence d'activités, le réseau littéraire va être construit, mais pourra être vécu en réseau. Donc, si vous allez naviguer sur le site d'École en réseau, vous allez en voir quelques exemples dans la section ressources. À ce moment-là, il y a des activités qui sont faites dans la classe, des activités qui sont faites interclasses aussi, et des activités d'écriture collaborative qui sont faites sur différentes plateformes. Donc, ça peut être directement sur Office Online ou encore donc sur Word Online ou encore sur Google Doc ou même sur le Knowledge Forum, donc plusieurs plateformes d'écriture collaborative. Et le partenaire extrascolaire à ce moment-là peut être impliqué à un moment ou l'autre de l'activité. Et finalement, les séquences en co-construction, donc qui, elles, sont des séquences qui ne sont pas construites encore, donc qui sont initiées par des élèves, des enseignants. Parfois, la co-construction va se faire tout au long du projet. Parfois, ça va être uniquement les enseignants, mais des fois, ça va être aussi les élèves. Et en dessous de tout ça, vous voyez la terminologie pédagogie en réseau. Pourquoi? Parce qu'il y a des enseignantes qui vont vraiment structurer leurs activités donc de classe autour de cette offre-là. Donc, qui vont aller adapter, qui vont aller moduler en fonction des besoins des élèves, de leurs intérêts, leurs activités de classe autour de cette offre d'activités ponctuelles, de séquences et d'activités en co-construction. Et en parallèle à tout ça, vous voyez à droite les activités de développement professionnel sur lesquelles on va s'attarder davantage. Mais pourquoi je vous ai présenté cette séquence? Parce qu'à l'intérieur et en participant à des activités
avec les élèves, donc avec les interclasses, les enseignants nous manifestent et nous nomment à quel point c'est aussi une occasion de développement professionnel, et ça sous plusieurs aspects. Donc, oui, au niveau du développement de la compétence numérique, de ses dimensions, mais aussi au niveau parfois didactique, au niveau connaissance, notamment en participant à des activités en sciences. Donc, on vous en dira quelques mots tout à l'heure, là, en titre d'exemple. Alors, j'y vais maintenant. Je vais céder la parole à Manon qui va vous parler un peu plus de l'offre de l'école en réseau. Oui, donc comme Sophie disait, l'équipe de l'école en réseau offre de l'accompagnement, de la médiation, puis il y a la salle une activité avec notre classe, bien, on peut toujours aller sur place dans la salle de soutien pour avoir de l'aide technique ou pédagogique. Il y a aussi des outils de mise en réseau qui sont accessibles. On utilise plusieurs plateformes. Ce n'est pas toujours la même. On s'adapte en fait aux différentes classes qui sont devant nous. Ça peut être Teams, ça peut être Zoom, ça peut être autre chose. Puis on utilise aussi des outils d'écriture collaborative, comme Sophie l'a mentionné tout à l'heure. Il y a une très grande offre variée d'activités qui couvre tous les domaines du PFEQ, ou presque, et puis ça mobilise chaque fois plusieurs compétences numériques. Donc, quand on va fouiller sur le site de l'école en réseau, là, il y a une section où est-ce que vous pouvez aller voir toute l'offre d'activités pour les élèves, et c'est vraiment très riche. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que, Sophie l'a pas mal dit tout à l'heure, mais il y a des partenaires qui peuvent interagir avec nos élèves ou avec nous, dépendamment de l'activité. Parfois, c'est directement avec les enseignants, parfois, c'est aussi avec les élèves. Et puis, les activités de développement professionnel aussi. Fait que ça fait le tour de l'offre de l'école en réseau. Maintenant, oui, quand on vit en tant qu'enseignant des activités en réseau, ça nous permet vraiment de voir des pratiques inspirantes et qu'on peut reproduire ensuite dans notre classe. Donc, ça contribue à notre développement professionnel. Ça nous permet aussi on peut aussi établir des contacts avec des personnes ressources, d'autres enseignants, des partenaires. Donc, ça brise notre isolement professionnel. Et puis, ça nous permet de peaufiner nos connaissances disciplinaires en étant en contact avec des gens qui ont plus d'expertise sur certaines notions. Puis, en même temps, on a un peu un modèle de pratique pédagogique, de pratique didactique. Je peux peut-être ajouter là-dessus, Manon, je vais donner un exemple concret avec les cercles de lecture virtuels. Le dispositif pédagogique de cercle de lecture n'est pas nécessairement familier pour tous les enseignants et encore moins de le vivre de manière virtuelle. Donc, en fait, c'est que de le vivre avec ses élèves, ce n'est pas de recevoir une formation, c'est vraiment d'être soutenu, mais au cours de la démarche, donc durant la réalisation de l'activité, parce que la séquence, elle est définie. Alors, l'enseignant se forme au dispositif en même temps, finalement, qu'il le vit avec ses élèves. Alors, c'est une façon de faire qui est un peu différente et qui est grandement appréciée des enseignants parce qu'ils ont moins peur après de se lancer dans ce type d'activité. Je donne un autre exemple, comme tu as nommé, avec Sciences en réseau, où les sciences, principalement au primaire, là, je dirais, rarement des spécialistes d'enseignement des sciences. Au secondaire, c'est un peu moins vrai, mais au primaire. Alors, le fait d'être soutenu, accompagné par une scientifique pour vivre ces activités-là, ça va accroître nos connaissances en sciences et en même temps sur la didactique des sciences, donc par la démarche d'investigation collective, ce qui va être grandement profitable pour le développement professionnel. Je donne un autre exemple avec le recueil coup de cœur de nos lectures en numérique. Donc, en fait, c'est de travailler à partir d'outils numériques. Donc là, on va se centrer un petit peu plus sur la dimension de réponse aux besoins des élèves, donc en explorant une variété d'outils numériques qui vont être l'audio, la vidéo, l'écrit également. Donc, vous voyez que selon la participation à différentes activités, le volet de développement professionnel qui sera développé va différer, mais va différer aussi chez une personne. Donc, une personne va aller chercher davantage un des aspects. Et cette participation-là aux activités en réseau, elle est nommée, elle est manifestée comme une grande source de développement professionnel par les enseignants.
Oui. Pour ce qui est du développement professionnel, plus précisément, là, on offre des formats profs. Ça, ce sont en fait des ateliers qui sont clés en main, pas clés en main, pardon, main sur les touches, qui sont donnés par des profs pour des profs. Ça dure de 30 à 45 minutes, puis ça a lieu généralement sur l'heure du dîner ou après les classes. Il y a quelques exemples ici. Là. Il y a une enseignante qui a partagé comment faire un livre collaboratif dans Book Creator, comment animer une lecture interactive sur Notebook. Il y a aussi la classe lab, enseigner la morphologie en 2e année. Et tous les formats profs qui ont été donnés depuis le début de l'année, ils sont enregistrés puis ils sont disponibles sur le site de l'École en réseau. Donc, on peut y retourner au besoin ou aller voir ceux auxquels on n'a pas pu assister. Les formats profs sont très populaires cette année. On a touché jusqu'à présent 2621 enseignants qui sont venus assister à des formats profs et il y a de plus en plus d'enseignants qui décident d'offrir eux-mêmes leur participation, en fait, qui mettent la main à la pâte. Plus on est nombreux, bien, plus l'offre est grande et plus c'est varié, plus c'est intéressant, en fait, pour les enseignants. Et d'ailleurs, si vous connaissez des gens dans vos milieux qui auraient quelque chose à partager, donc on veut vraiment axer sur quelque chose qui est très concret. Vous le voyez, là, c'est assez précis, c'est dans un format court. Comme ça se fait en direct, bien, les gens peuvent poser des questions, ce qui est bien apprécié. On a laissé l'adresse donc d'InfoEF, vous écrivez tout simplement, puis vous dites, ben, moi, je connais quelqu'un ou j'aurais peut-être quelque chose à partager. Ça se fait vraiment dans la convivialité. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait des surprises, en fait, durant la période, vous savez, qui a suivi le congé des fêtes, les enseignants étaient à la maison. Moi, je me suis dit, les enseignants doivent être débordés. Tu sais, ils sont avec leurs élèves à distance, une expérimentation, tout ça. Puis il y a une enseignante qui a dit, je vais organiser des formats profs cette semaine-là. Eh bien, moi, j'ai été étonnée. Et même pendant la semaine de relâche, parce que les enseignants étaient en congé, il y a eu 2 formats profs qui ont été offerts et il y a eu plus de 50 personnes qui se sont branchées. Alors, c'est vraiment un format qui plaît bien comme type de développement et qui, comme je vous dis, se fait vraiment dans la simplicité, dans la convivialité. Je pense que c'est ce qui est apprécié. Donc, c'est très humble, en fait, la manière dont c'est présenté. Un autre volet de développement professionnel en réseau, donc qui est vécu, ce sont les communautés de pratique. On est habitué de voir des communautés de pratique plutôt dans un centre de service, donc dans un milieu. Des fois, c'est dans une école également. Alors, la distinction, la plus-value de le faire en réseau, c'est vraiment d'aller chercher une hétérogénéité de points de vue. Donc, juste à titre de rappel, communauté de pratique, un lieu d'échange, de partage ou de production. Alors, selon l'intention de la communauté de pratique, c'est autour toujours d'un objet commun. Généralement, les communautés de pratique vont se dérouler sur peut-être 4 à 12, 15 semaines selon le sujet, 4 à 12 rencontres, mais généralement, on va voir plus à 4 à 8 rencontres dans une année et sur une période de 2 mois à 8 mois, là, selon les communautés de pratique. Il y a eu 2 articles d'ailleurs qui ont été publiés en lien avec les communautés de pratique dans l'école en réseau. Là, donc, je vous ai placé les liens juste en bas si vous y êtes intéressés. Un exemple d'une communauté de pratique cette année qui a mené d'ailleurs vers nombreuses activités en réseau, c'est, vous voyez la thématique très précise, les dinosaures au préscolaire. Donc, ça a regroupé des enseignantes de partout au Québec, de Sept-Îles à l'Outaouais, en passant par Charlevoix, par Montréal, en classe à distance ou en classe virtuelle. Alors, il y avait vraiment un portrait très distinct. Et c'est ce qui était la force et la richesse parce qu'on a pu constater des milieux, des pratiques qui étaient différentes. Donc, l'intention de cette communauté de pratique-là était de faire un partage de ressources et de références pour des enseignantes du préscolaire qui abordaient cette thématique en classe, mais aussi de vivre des activités collectives en réseau. Donc, de janvier à mars, il y a eu les rencontres de partage d'activités, de développement, et au cours du mois d'avril, donc, les activités qui ont été vécues sur la thématique des dinosaures, avec même la participation d'un scientifique. Puis, je vous ai placé le lien vers le Padlet collaboratif des classes qui a été fait, qui a été partagé, et les élèves, à chaque semaine, il y avait des rencontres en visioconférence, écriture collective, histoire collaborative qui ont été faites aussi avec des classes d'un peu partout au Québec. Donc, une très grande force et une très grande source de développement professionnel pour ces enseignants qui ont participé. Un autre exemple qui est dans un tout autre niveau, mais une COP, une communauté de pratique, donc autour de la grammaire sur Notebook. Alors,
vraiment par la création de lecture interactive avec le logiciel donc, de Notebook. Et là, vous voyez, je vous ai placé l'échéancier. C'est une communauté de pratique qui était beaucoup plus courte, donc qui s'est échelonnée sur moins de 2 mois et qui va mener quand même à quelques activités en réseau, donc à des lectures en réseau, mais qui n'était pas l'intention première. Donc, c'est un autre format, mais qui aura regroupé quand même des enseignants de partout au Québec. Manon, si tu veux nous parler de la COP français-US, univers social. Oui, d'ailleurs, je vais répondre aussi à une question qu'il y a eu dans le clavardage. Les communautés de pratique, la fréquence des rencontres est variable dépendamment des communautés. Celle-ci, c'était celle de français univers social. Elle est encore en cours et on se rencontrait 2 fois par étape. Puis la prochaine dont je vais vous parler, c'est 1 fois par 3 semaines. Le temps est plus court. Donc, c'est vraiment selon les besoins des différentes communautés de pratique pour ce qui est de la fréquence. La COP français univers social, ça a émergé cette idée-là d'une discussion avec des CP en univers social et en français qui a lieu dans mon centre de service. Ce qu'elles avaient remarqué, c'est qu'au secondaire, quand ils arrivaient au secondaire, les élèves avaient des grandes difficultés en univers social à cause de leurs difficultés en lecture. Donc, elles se sont mises à réfléchir, puis elles m'ont inclus dans leur réflexion pour qu'on essaie de trouver une façon de changer l'enseignement de l'univers social au primaire pour pouvoir prévenir ces difficultés-là. Donc, est née cette idée de cette COP-là, où l'idée, c'était vraiment de faire de la démarche d'enquête le centre de l'enseignement des sciences en univers, pas des sciences, le centre de l'enseignement de l'univers social au primaire. Donc, on a vraiment mis en lumière les liens entre l'enseignement du français et de l'univers social, puis en mettant en commun les expertises de ces CP-là et les expériences des enseignants, on a pu développer des activités avec leur collaboration. Puis, tout au long de l'année scolaire, il y a eu un forum de discussion qui était accessible pour tous les participants par SharePoint. Donc, il y avait des rétroactions fréquentes, même si nos rencontres étaient seulement 2 fois par étape. Pour ce qui est de la COP Sciences et technologies au primaire, elle aussi, elle est en cours présentement. Et là, la fréquence des rencontres était vraiment plus rapprochée, environ 1 fois par 3 semaines, parce qu'on était en train d'élaborer une séquence d'enseignement et de l'expérimenter. Ça, c'en est une séquence de co-construction qu'on faisait avec les enseignants. Et donc, il y a la collaboratrice scientifique de l'école en réseau et 2 CP Sciences qui se sont joints aux enseignants, un de Montréal et un des Rives du Saguenay. Et cette COP-là aussi a permis de vraiment mettre en commun toutes nos ressources pour être en mesure de créer une séquence d'enseignement en sciences qui fait, comme Sophie l'a mentionné tantôt, parfois peur à certains enseignants. Mais là, avec la force du nombre, c'est devenu un beau défi et les élèves se sont engagés dans cette démarche-là par le fait même. Les communautés de pratique, juste pour préciser, là, on vous a donné 4 exemples, là, mais il y en a également dans l'école en réseau. On parle d'enseignants en réseau, mais c'est professionnel en réseau aussi parce qu'il y a des communautés de pratique avec les psychologues, orthophonistes, orthopédagogues qui ont été offertes cette année. Donc, c'est environ une douzaine de communautés de pratique différentes là, qui ont évolué, peut-être un petit peu plus même au cours de l'année. C'est sûr qu'il y a toujours un enjeu d'animation. Donc, on veut avoir des gens qui sont ancrés sur le terrain pour l'animation, mais aussi qui ont un intérêt. Donc, des fois, il y a des gens qui ont intérêt à participer, mais bref, si vous connaissez des gens qui pourraient avoir de l'intérêt en ce sens-là, faites-nous le savoir parce qu'on voit que la communauté de pratique en réseau a vraiment sa place et répond à un besoin de développement professionnel des enseignants ou d'autres professionnels de l'éducation. J'ai mis ici, là, vous voyez, Manon, tu peux peut-être les présenter. C'est vraiment pas beau, mais je trouvais ça intéressant quand même de le mentionner. En fait, c'est qu'on reçoit, après nos rencontres de communautés de pratique, spontanément, les enseignants nous écrivent des messages pour nous dire à quel point ça fait une différence dans leur parcours, dans leur développement professionnel. Ils trouvent que c'est très inspirant, instructif et qu'ils apprennent beaucoup. Donc, on trouvait ça le fun de vous montrer ces messages-là.